En 2015, j'ai fait un film qui s'appelle L'origine de la violence. Pardon de parler de mon travail, mais ce soir, c'est pour moi essentiel. J'y parle de la Shoah d'une façon particulière, bien sûr, mais j'en parle. Lorsque j'ai cherché des fonds pour réaliser ce film, lorsque je le tournais, et bien sûr, lorsque je l'ai sorti, j'ai entendu 1000 fois venant de tous les corps de métiers qui comptent dans le cinéma français, distributeurs, télévision, etc., critiques, bien sûr, et réseaux sociaux au moment de sa sortie aussi, des « Allez, ça va, on en a assez parlé, ça suffit, on doit passer à autre chose, il faut maintenant tourner la page », pour ne vous citer que les stupidités les plus douces qu'on m'ait assénées. Le 23 août 2015, la même année donc, une étude a été menée par les chercheurs du Mount Sinai Hospital de New York, dirigée par Rachel Yehuda, sur le patrimoine génétique des survivants de la Shoah. 32 hommes et femmes juifs ont été étudiés. Tous avaient été soit enfermés dans un camp nazi, soit témoins aux victimes de l'horreur. Les résultats de cette étude ont ensuite été comparés à ceux de leurs enfants. Ces travaux concluent sans équivoque que les traumatismes liés à la Shoah se transmettent génétiquement. Autrement dit, l'étude entérine l'idée de l'épigénétique. Les gènes sont influencés par l'histoire individuelle et se transmettent génération après génération des parents aux enfants par l'ADN. Et ceci donc pour l'éternité. Oui, les Juifs d'aujourd'hui et de demain sont bel et bien les enfants de ceux dont les visages apparaissent sur ce mur. Les Juifs portent en eux, dans leur gène, l'héritage indestructible de l'événement le plus ahurissant de l'histoire de nos civilisations. Alors donc, bien sûr, oui, les Juifs n'oublieront jamais. Car la Shoah dictera consciemment ou inconsciemment leurs actes, leurs décisions, leur mode de vie, leurs réactions face au destin qui s'ouvre devant eux, et ceci pour toujours, puisque la Shoah, c'est eux. Ce soir, dans un lit sans interdit, pour parler de la mémoire, Hassan Bounabi, il a 25 ans, il était négationniste. Sa rencontre avec Michel Serfati, rabbin de Ris-Orangis, qui lui aussi est avec nous, va bouleverser sa vision des choses. Avec nous aussi Françoise Heilbronn, vice-présidente du mémorial de la Shoah où nous sommes, et Yanis Roder, qui travaille aussi ici et est professeur d'histoire dans un collège de Saint-Denis. Et puis Fabrice Imbert, mon complice, avec lequel j'ai écrit L'origine de la violence. Venez, ils nous attendent. Fabrice Imbert, il a écrit avec moi L'origine de la violence. Monsieur Rabbin Serfati, bonjour. Bonjour. Hassan Bounabi, comment ça va? Ça va très bien. François Heilbronn, donc. Bonsoir, Ali. Bonsoir, et Yanis Roder, pardon. D'abord, je voudrais rendre hommage à deux personnes. Je voudrais rendre hommage à Mireille Knoll, qui a été assassinée parce qu'elle était juive, encore, il y a quelques jours, à 82 ans. Et je voudrais aussi rendre hommage, alors, à l'inverse de l'assassin de Mireille Knoll, à un homme que je trouvais extraordinaire, qui s'appelle Arnaud Beltrame, qui est l'officier gendarme, qui s'est substitué à l'otage dans le sud de la France et qui est mort au service de son pays et des Français. Donc voilà, je pensais que c'était important de le dire parce que c'est deux événements qui m'ont bouleversé et que ce jour où on va parler de la Shoah, puisque c'est Yom HaShoah, comme on dit en hébreu, il était important de dire qu'il y a à la fois des justes et malheureusement des victimes et aussi des criminels, comme le criminel de Mireille Knoll. Voilà. Monsieur Rabbin, je vais commencer par vous. L'idée de la Shoah, l'idée du souvenir, pour vous, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on doit accompagner toujours et encore? L'idée du souvenir est gravée dans l'ADN du juif depuis la nuit des temps. On porte en nous aussi bien la douleur des esclavages, de l'esclavagisme subi en Égypte que celui de la destruction de la monarchie judéenne en 586 ou de la destruction de Jérusalem et du Temple en 70, ce que nous rappelons tous les ans lors de la journée de Tisha B'Av. Donc le pleur de 2000 ans
il est une signature dans nos personnes, elle ne nous a jamais quittés. Mais vous qui allez au contact permanent avec la communauté musulmane, et on voit que le rapport entre certaines personnes de la communauté musulmane et le monde juif mondial devient de plus en plus tendu. Comment est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir? Vous pensez qu'on peut encore arranger les choses? C'est trop tard. J'ai publié sur Twitter avant-hier un événement que j'ai vécu. Dimanche soir est venu me rendre visite mon agresseur pour me dire ses excuses. Je l'ai fait entrer chez moi et nous avons parlé de l'attentat de Trèbes et de l'assassinat de Mireille Knoll. Et on voyait ici le paradoxe de notre existence. Nous sommes amenés à gérer et les douleurs et l'espoir. Et ne jamais perdre la foi en l'homme. Et en restant nous-mêmes. Rabin, donc il parle avec un message d'espoir, un message ouvert. On va essayer, bien sûr, je vous entends. Hassen, vous êtes un jeune homme qui avait fait un parcours tout à fait extraordinaire. Vous étiez révisionniste, on peut le dire. Vous avez nié pendant longtemps la Shoah. Pourquoi d'abord est-ce que vous étiez dans cette situation? C'est quoi, culturel? C'est vos parents? C'est votre entourage qui vous a dicté ça au début? L'entourage et la méconnaissance surtout, en fait, c'est que, vu qu'on entend sur Internet, etc., que c'est rajouté, que les négationnistes comme Jean-Marie Le Pen qui disait que la Shoah c'était un détail, je crois. Donc je me rappelle de ça, des trucs Internet, donc ça rentre dans le cerveau, et après, en fait, quand on voit les choses vraiment et qu'on apprend, bah, ça casse ces préjugés-là. Et vous pensez qu'il y a beaucoup de gosses, de jeunes de votre génération qui sont dans cette situation, qui se disent ça n'a jamais existé, il n'y a jamais rien eu? Déjà, il y en a plein qui ne s'intéressent pas, qui vont pas voir les choses. Donc, et quel a été, quand vous avez rencontré le rabbin Serfati, les choses se sont ouvertes. Comment est-ce que vous êtes revenu à la réalité, si j'ose dire? D'abord parce qu'on promouvoit un message de paix, et dans mon association, j'apprends aussi le judaïsme en même temps que l'islam. Donc de ma propre religion, je l'apprends. Et j'apprends le judaïsme aussi. Souviens-toi, quand tu es entré dans l'équipe, pendant deux mois, je crois, je t'avais donné un livre. Un livre à apprendre. L'histoire de la Shoah. Oui, exactement. Oui. Mais comment est-ce que vous êtes allé vers le rabbin? Parce que c'est un ami à moi qui m'a présenté monsieur le rabbin. Un ami du quartier qui m'a présenté. On a discuté. Et oui, c'est vrai, pendant 2 mois, j'ai lu le livre L'histoire de la Shoah avec tout... Chronique de la Shoah. Les chroniques, exactement. Donc ça veut dire, je vais vers les professeurs, ça veut dire que, et vous aussi, ça veut dire que l'éducation, c'est 100% du changement, de ce qui peut apporter le changement? Je dirais pas que c'est 100%, mais en tout cas, ça peut apporter un très grand changement à partir du moment où elle est faite intelligemment, où elle est réfléchie, elle est pensée, avec des objectifs qui sont clairs. Il est évident que les familles ont également un rôle. Elles ont un rôle dans le négatif et elles ont un rôle dans le positif. L'école apporte un plus absolument nécessaire, ne serait-ce que parce que les parents ne connaissent pas nécessairement l'histoire et que l'école permet aux élèves de rencontrer des professeurs qui sont formés pour ça. Moi, je dirais que c'est du 100%. Je vais vous dire pourquoi je pense que c'est du 100%. Ça dépend de qui on parle. Parce que si on élevait des enfants comme ce jeune homme, si quand à l'âge de 5 ans on lui disait que les Juifs sont pas ses ennemis mais ses amis, qu'on vient tous de la même terre, qu'on vient tous du même lieu, qu'on a tous la même culture, au contraire qu'on est plus proches, lui et moi, que lui d'un Suédois et moi d'un Danois, je pense que les choses changeraient et les choses seraient bouleversées. C'est pour ça que je pense que l'éducation est essentielle. Moi aussi, c'est ce que je viens de dire, elle est absolument essentielle. Mais donc, quand je dis ce n'est pas 100%, c'est parce que je pense que tout le monde n'a pas votre histoire et n'est pas dans cette situation-là. Je pense à la France dans sa globalité. François. Là, je suis d'accord avec vous, Elie, c'est à 5 ans, on peut le faire. Le problème, c'est qu'à 5 ans, c'est pas fait. Et quand nous, on intervient avec le mémorial de la Shoah, on intervient parfois en CM2, ce qui est bien. En CM2, les enfants ont 10 ans. Donc là, en 10 ans, on peut rattraper des situations difficiles. On intervient en 3e et en première, là c'est 15 ans, 17 ans. Et on le voit d'ailleurs, plus les adolescents vieillissent, grandissent et se fichent dans leurs idées, dans leurs préjugés, dans leur haine, il est plus compliqué de basculer. Et c'est par l'enseignement, là c'est là où on se rejoint, c'est par l'enseignement de l'histoire, c'est par l'enseignement de valeurs, par l'enseignement de tradition, par l'enseignement de culture, qu'on peut avancer le process. Mais c'est vrai que si on le faisait plus tôt, même dès la maternelle, alors moi je vais vous formidable. poser une question, pourquoi est-ce qu'on le fait pas aux parents? Pourquoi il n'y a pas d'école pour les parents? C'est les parents qu'il faut éduquer. Parce que c'est eux qui transmettent, c'est eux qui donnent.
Vous êtes en train de soulever un problème que nous vivons, nous, au quotidien. Ouais. Depuis déjà bientôt 10 ans, je dis, il y a une stratégie que la France a abandonnée depuis 1 ou 2 siècles, c'est le préceptorat. Dans ces quartiers sensibles où nous travaillons, nous, si on ne met pas un précepteur dans chaque maison pour accompagner ces familles, pour leur parler de tout ce qui nous préoccupe, nous les Juifs, de ce qui nous préoccupe, nous les Français, ça dépasse l'éducation, ça dépasse l'instruction de l'école. C'est les vagues migratoires qui ont besoin d'être prises en charge particulièrement. Et ça, il n'y a que la stratégie de préceptorat qui peut nous aider. Hassen, quand vous étiez petit, qu'est-ce qu'on vous racontait? Qu'est-ce qu'on vous disait sur les Juifs? C'était quoi un Juif pour vous? Bon, moi, à la base, un juif, pour moi, c'était quelqu'un... Je sais d'abord que c'est la religion. Après, ensuite, il y a tous les autres clichés qui sont là. On va dire, moi, c'est pas vraiment chez moi, mais c'est vrai ce que vous dites, quand on rencontre des familles, on sait que c'est lié à l'éducation de la famille, des fois de se méfier ou de pas connaître l'autre, mais quand on apprend à connaître l'autre, c'est là qu'on... Donc pour moi... Pardon d'être aussi intrusif, mais vos parents, par exemple, qu'est-ce qu'ils vous disaient des Juifs? Ou vos cousins, vos oncles, vos aînés? Mon grand-père qui m'a déjà dit plusieurs fois qu'il avait des amis juifs quand il vivait en Algérie, etc., qui sont maintenant devenus pieds noirs ou qui ont quitté l'Algérie, mais ma mère m'a pas parlé. Non. Et donc c'est présupposé que vous aviez sur les Juifs, ils venaient de quoi? Ils venaient du quartier, ils venaient de ce qu'on vous racontait, d'Internet, etc. Internet. Mais Internet, vous alliez sur quel site, par exemple? Tout, sur les discours de Dieudonné, les discours de Jean-Marie Le Pen, etc. C'est ça qui me faisait parler de la Shoah. Après, moi, les Juifs, je savais que c'était une religion, bien avant. Mais là, si on parle de Shoah, c'est que j'ai appris à m'intéresser à la Shoah, si ça existe, ça n'existe pas, si c'est vrai ou pas vrai, c'est par Internet. Et vos copains vous disaient de regarder les spectacles de Dieudonné? Pardon, chers amis, il faut que je raconte une de milliers d'anecdotes que nous avons accumulées. Dans une maison de quartier, où la plupart des animateurs sont des musulmans et des musulmanes, et qui vous appellent au secours, on court. Et vous rencontrez une animatrice qui vous dit, elle prononce ces termes, au secours, venez. Et nous allons la voir rapidement avec la psychologue, les animateurs de l'imam. Elle nous dit, écoutez, je n'en peux plus, je ne supporte plus de travailler avec des enfants de 5, 6, 7 ans tous les soirs. Puis elle se tait, elle baisse la tête, elle transpire, elle dit, il pue la haine du juif. Quand vous entendez cela de la bouche d'animateurs et d'animatrices, ce n'est pas un cas ou deux. Dans des dizaines et des dizaines de quartiers où nous avons travaillé, vous entendez ce propos et ces mêmes animateurs vous disent « Nous sommes démunis, nous ne savons pas quoi faire ». Or, c'est dans la famille. Alors on dit « Nous éclatons de rire ». Elle me dit « Vous riez ». Je dis « Naturellement, c'est notre quotidien. Alors que faire ?» Madame, on continue de travailler avec les enfants. N'abandonnez pas les enfants. Très bien, on travaille avec les enfants. Le lendemain, elle vous appelle. « Monsieur le rabbin, nous avons sur le dos les mamans. Les mamans qui nous tapent dessus, qui nous disent comment vous avez mis mon enfant en contact de Satan. Alors que faire? Et je dis, invitez les mamans. On invite les mamans viennent. Première semaine, elles sont discrètes. Deuxième semaine, elles commencent à parler. Troisième semaine, elles vous disent, pourquoi vous nous interdisez d'entrer dans les synagogues? Nous sommes devant une masse de présupposés, de clichés. Alors on les emmène dans les synagogues. Et à la fin de la visite, 1 ou 2, mais alors c'est systématique. Elles viennent me voir pour me dire, monsieur le rabbin, dites-moi pourquoi on nous ment sur vous. Alors c'était une Fabrice, qui est alors un peu différente, et donc on va peut-être pouvoir à travers ces anecdotes mesurer l'évolution des quartiers. Donc j'ai enseigné il y a bien longtemps dans les quartiers, et dans une classe de seconde. Donc on parlait de la Seconde Guerre mondiale et des Juifs à propos de je ne sais plus quel texte, parce que je suis professeur de français et pas d'histoire. Et tout d'un coup, il y a un de mes élèves, donc seconde, et il avait bien 16-17 ans. Et il me dit, mais qu'est-ce qui est arrivé aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale? Donc là, on n'était pas dans la négation, on était dans l'ignorance totale. C'est-à-dire le gars ne savait même pas. Alors, les autres sont regardés vraiment interloqués. Hein. Mais ça prouve que ça existait, ou du moins, et peut-être que ça existe encore, vraiment l'ignorance totale. C'est-à-dire on pas est bien l'opposition. d'accord, Fabrice, et vous, on est tous d'accord d'ailleurs, c'est l'éducation, l'école, mais est-ce que, alors là je me tourne à nouveau vers vous, est-ce qu'on a les moyens dans les écoles, il y a un cliché, on en parlait tout à l'heure,
qui dit qu'on ne peut plus enseigner la Shoah. Est-ce que c'est toujours vrai? Ou est-ce que le travail, une partie du travail que vous avez fait, sert maintenant et qu'on peut parler de la Shoah dans les classes, même dans les quartiers difficiles? Sur le cliché, je laisserai Yanis répondre, parce qu'il est responsable des formations au Mémorial de la Shoah, mais je voudrais répondre sur le Mémorial de la Shoah. Chaque année au Mémorial de la Shoah, on accueille 60 000 collégiens et lycéens. Donc sur une classe d'âge de 700 000, 800 000 élèves, 60 000 viennent de partout. De partout. Et on a même le Mémorial de la Shoah à Drancy, dans l'ancienne camp de concentration de Drancy. On a fait un musée en face et en pleine Seine-Saint-Denis, parce que c'est Drancy. Et là, nous accueillons 10 000 lycéens qui viennent principalement de la Seine-Saint-Denis. Et ça se passe très bien. Quand on les fait venir, ça se passe très bien. On forme les professeurs, Yanis en parlera. Mais surtout, ce qui est frappant, pour revenir à ce que disait Fabrice, ce qui est vrai, c'est que nous, on a une exposition permanente au Mémorial de la Shoah pour raconter l'histoire des Juifs de France avant la guerre et pendant la guerre. Mais beaucoup des questions qu'on a de lycéens, de toutes origines, quand ils arrivent, c'est « mais qu'est-ce qu'un Juif ?» Et on commence notre exposition par « qu'est-ce qu'un Juif ?» Deuxième thème, c'est « ils pensent que Hitler a inventé l'antisémitisme et le nazisme et le massacre des Juifs. » On a une exposition qui part de l'antisémitisme, des croisades, chrétiens du Moyen-Âge, pour montrer que c'est Saint-Louis qui a institué par exemple la rouelle jaune, qui a donné au XXe siècle l'étoile jaune. Et donc on leur raconte cette histoire. Et en se rendant compte de ce que c'est qu'un juif, que c'est à la fois un peuple, une religion, une tradition, une culture, que sa place en France est ancestrale, mais que l'antisémitisme aussi est pas né avec le nazisme et c'est pas terminé avec le nazisme. Là, on arrive à raconter, faire passer beaucoup de messages. Et c'est, vous avez raison, on a parlé de mémoire, mais notre credo mémorial, c'est par l'enseignement de l'histoire, par l'enseignement des faits, ça permet de ramener beaucoup de gens à la raison. Vous êtes des profs. Vous faites le travail d'un prof. Vous aussi, vous faites maintenant le travail d'un professeur. Vous allez vers les jeunes et vous leur expliquez. Moi, je pense... Je voudrais qu'Yanis réponde sur la formation. Oui, alors Yanis, allez-y, parce qu'après, je poserai ma question. Sur ce qui se passe dans les lycées. Sur ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire le cliché. Hein, vous avez parlé de cliché, je pense que c'est un vrai cliché. Alors, il ne faut pas nier les difficultés. Et nous avons toujours, des professeurs viennent nous voir en nous disant, voilà, je viens vous voir au Mémorial de la Shoah pour être formé de manière à mieux répondre aux multiples questionnements de mes élèves. Et parmi ces questionnements, il y a des questionnements qui peuvent très à la marge, hein, être de type négationniste, ou alors simplement remettre en cause le discours du professeur sur l'importance du nombre de victimes, etc., etc. Ce sont des choses qui existent. Mais je pense que les lieux où il n'est pas possible, où il n'a pas été possible d'enseigner l'histoire de la Shoah ont été extrêmement peu nombreux. Et qu'en réalité, on peut tout enseigner. Quel que soit le quartier, on peut absolument tout enseigner, et joue beaucoup sur cette question-là, la relation que le professeur crée, construit avec ses élèves, la relation affective, j'entends, mais aussi pédagogique. Vous êtes d'accord avec ça, Hassan? On peut tout enseigner? On peut aller dans n'importe quelle classe, de n'importe quel quartier difficile, et dire voilà ce qui s'est passé, ce que... Non, pardon, je vis parce que j'ai l'impression que c'est un peu tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Pardon, non, Yanis, pardon, mais moi j'ai l'impression qu'on est quand même dans des choses plus dures, plus difficiles. Je devais me faire venir avec un jeune homme aujourd'hui qui a vécu quelque chose de tout à fait traumatisant pour lui. Il est venu avec moi il y a 7 ou 8 ans en Pologne, où nous avions vu Varsovie, puis Majdanek et Auschwitz, et devant une baraque, il a refusé d'entrer. J'ai dit très bien, bouge pas, tu restes à l'extérieur. Et nous avons poursuivi la visite et nous sommes rentrés en France. J'ai eu le temps de l'oublier parce qu'on a fait partir des centaines d'enfants chaque année. La veille du Nouvel An, l'an dernier, je me trouvais au marché pour acheter des légumes et en présence du président de la mosquée de Ris. J'entends Monsieur le rabbin, je me tourne, un garçon qui me dit donne-moi ta main. Pourquoi faire? Donne-moi ta main. Je lui tends ma main, il me dit je veux te dire pardon. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as rien fait. Il y a 7 ans, tu m'as emmené à Auschwitz et j'ai refusé d'entrer dans la baraque. Et au retour, j'ai raconté ça à mon père. Et mon père m'a donné une bonne taloche. Et j'attendais l'occasion de te voir pour te demander pardon. Et ça, c'est l'éducation, alors bon, à l'ancienne, hein, mais c'est quand même une partie de l'éducation très à l'ancienne. Tu n'entreras pas dans la baraque. Tu es allé très bien, mais il a reçu de quelqu'un, je ne sais... Oui, il avait dit, mon imam m'avait dit. Yanis, je reviens vers vous, pardon. Je ne dis pas évidemment que vous masquez la vérité. Je dis simplement, est-ce qu'on peut vraiment dire, il n'y a pas un lieu en France
on puisse parler des Juifs sans que ça déclenche... Je n'ai pas dit ça. Si vous avez bien écouté Élie, j'ai dit il y a des lieux où il y a des difficultés et des professeurs viennent nous voir pour cela. Mais c'est quoi les difficultés? Les On difficultés. forme 3000 professeurs par an au mémorial, justement pour faire face à ce type de situation. Oui. Et donc, les difficultés, ça peut être simplement des petites phrases lancées. Hitler n'a pas fini le boulot, Hitler aurait fait un bon musulman, Hitler c'est mon cousin ou mon frère. Voilà, ce sont des choses qui arrivent et qui arrivaient et qui me sont arrivées en tant qu'enseignant. J'ai beaucoup réfléchi à la manière d'enseigner et les formations qu'on a montées par la suite au Mémorial de la Shoah, je les ai faites, je les ai construites aussi en fonction de mon expérience de terrain sur lequel je suis toujours, puisque j'enseigne toujours à Saint-Denis. Et j'ai vu que la pédagogie, le discours, la posture de l'enseignant peuvent changer beaucoup de choses dans la perception que les élèves ont de cette histoire et dans la compréhension de cette histoire. Et donc de leur rapport à cette histoire et au-delà aux Juifs. Malé Boutique dit, il a dit qu'il y a quelque chose dans une interview, les Juifs sont en danger en France. Vous pensez que c'est vrai, François? Les Juifs français sont en danger en France dans certains quartiers. Donc en France, ils sont en danger en France. Dans certains Non mais je veux quartiers. dire, On peut entrer dans le détail. Il dit il y a 500 000 juifs en France. Sur les 500 000, il y a environ 80 000 visibles et les juifs invisibles. Qui est le plus exposé? Ce sont les juifs visibles et une partie des juifs invisibles. Les juifs invisibles, ils fonctionnent comme n'importe quel citoyen de l'État. Mais ceux qui sont immédiatement identifiés, soit parce qu'ils fréquentent une synagogue, soit parce qu'ils portent une kippa, soit parce qu'à l'école, ils ont un nom à résonance juif. Et bien ça là, ils souffrent, il n'y a aucun doute. Donc, faut-il aller sur le terrain pour le constater? Mais nous, on l'entend. On l'entend quand on entre dans tel quartier, c'est pas une fois de... On leur tend le triptyque amitié judo-musulman, et vous voyez un bonhomme qui prend le papier, il devient rouge de colère, il le froisse, il le jette par terre, il vous crie, les Juifs, il faut tous les tuer, il faut pas en laisser un seul, il faut finir le travail. C'est un travail de longue haleine. La dernière des anecdotes, nous sommes allés à Strasbourg, à Cronenbourg, nous avons travaillé avec un groupe de jeunes, et à la fin, on les a réunis, puis je leur ai dit, j'ai une question à vous poser. Vous allez me répondre tout à l'heure. On arrête 2 minutes parce qu'on a un timing précis. Ne bougez pas, on arrête, on revient. Hassan Bounani, qui travaille avec le rabbin Serfati à l'amitié judéo-musulmane, François Elbron, qui est vice-président du Mémorial de la Shoah, Yanis Roder, qui est professeur, mais aussi qui travaille au Mémorial de la Shoah, et Fabrice Imbert, qui est mon vieux complice. On a fait l'origine de la violence ensemble. Voilà. Monsieur le rabbin, je vous ai interrompu avant la pause. Continuez votre histoire sur... Je racontais l'une des dernières expériences que nous avons vécues à Cronenbourg. Nous avons travaillé avec un groupe d'enfants, d'abord par le sport, ensuite on s'est installé dans une salle de classe, discuté de juifs, de musulmans, et avant de nous quitter, je leur ai dit, je veux maintenant vous poser une question, que chacun me donne sa réponse. C'est quoi un juif? La question que vous posiez. Et nous avons recueilli les réponses des enfants les uns après les autres. Le premier me dit, ben, c'est quelqu'un qui pratique la religion juive. Le suivant me dit, c'est quelqu'un qui ne travaille pas un jour par semaine. L'autre me dit, ah, c'est quelqu'un qui a... Il fait ce geste. Et puis le suivant me dit, non, le juif, c'est un radin. Ah, très bien, je prends note. J'en connais, hein. Le juif, c'est un harpagon. Très bien. Et l'autre dit... Non, il faut un peu... Le juif, il est riche et il est... dédramatiser, parce que sinon... Ouais. Nous sommes en présence d'enfants de 11-12 ans. Et puis le suivant me dit, moi je vais vous dire la vérité. Le juif, pardon, je n'ose pas le dire, c'est un FDP. C'est quoi FDP? Vous avez compris. Ah oui, Fils de pute, pardon. Et tout le monde éclate. Le président était là, rouge de colère. Je dis, attends, une minute, on vient pour entendre. La différence entre le monde de l'éducation et le monde associatif que nous touchons, nous, c'est que nous pouvons appréhender l'évolution des mentalités entre ce que nous avons observé il y a 15 ans, dans le même milieu, et ce que nous observons aujourd'hui. Autrement dit, nous avons une espèce de suivi de l'évolution des mentalités, des regards que ces populations portent sur nous à travers le temps.
Alors il nous arrive d'avoir dans le même groupe, c'est ce que nous avons vécu dans la maison du Haut du Lièvre à Nancy, où nous avons retrouvé 10 ans après notre première visite, le même groupe. Un qui disait, moi j'ai eu la chance de sortir, je travaille. Et ton copain, eh ben, lui il est resté tel qu'il était il y a 10 ans, avec ses fantasmes, oui. ses fantasmes et ses préjugés. Autrement dit, il y a un travail, de longue haleine. Je voudrais on a fait un peu le point sur l'éducation. Je voulais rebondir sur ce que vient de dire François, oui. Monsieur le rabbin. Au mémorial, on a un peu la même situation. C'est-à-dire qu'ils sortent du milieu scolaire, ils sont plus en classe. Quand ils viennent visiter le mémorial, c'est pas le professeur qui encadre la visite. Le professeur est en arrière. C'est un formateur, un encadrant, un guide du mémorial qui accompagne la classe. Et donc, justement, on libère la parole aussi, parce que c'est la bonne technique. Il faut pas faire des interdits. Il faut pas leur dire quand ils disent un juif, c'est un FDP. Il faut un peu de dérision faut lui laisser parler. Il faut laisser parler pour aller creuser, pour aller chercher. Et c'est par le dialogue avec le guide, l'animateur, s'il est bien formé, ça se passe bien. Et les autres élèves, parce qu'il y a aussi la pression des autres élèves. À un moment donné, les autres élèves disent, mais tu dis des conneries. C'est pas possible, c'est pas ça. Regarde avec ce type de comportement, voilà où ça se termine dans les chambres à gaz. Et l'autre chose qui est importante, ce qu'on fait au mémorial, excusez-moi, c'est qu'on ne parle pas que de la Shoah. On parle des 4 grands génocides du XXe siècle. Le génocide des Herero et des Nama en Namibie en 1905, des Arméniens en Turquie en 1917, des Juifs et des Tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale et des Tutsis en 1994. Et là, c'est très important parce qu'on peut déconstruire le procédure génocidaire en montrant que ça a touché des populations très différentes, mais toujours avec les mêmes mécanismes. Ça n'a pas été les mêmes mises à mort, parce qu'il y a les mises à mort industrielles des Allemands, la mise à mort par machette horrible par les Hutus contre les Tutsis au Rwanda, mais le processus génocidaire, c'est les petites blagues, c'est les caricatures, c'est les préjugés, c'est la violence, c'est l'appel au meurtre. C'est les dictateurs et les salauds qui s'appuient là-dessus, qui s'appuient sur la culture qu'on donne à certains d'entre nous, certains Français, pour justement se créer... prenons l'exemple de Dieudonné, triste cire, qui était tellement drôle, qui est devenu complètement ridicule. Prenons l'exemple de ce garçon. Il s'écroulait, il n'avait plus aucune ressource, ça marchait plus ce qu'il faisait. Il a trouvé cette patte antisémite, et tout d'un coup ça a continué à marcher parce qu'il est allé voir une petite frange de la population sur laquelle il s'est appuyé pour grandir. Je voudrais maintenant, on a parlé de l'éducation, on a parlé de la culture, je voudrais qu'on revienne sur notre passé, sur le passé de tous ces juifs qui, pendant cette terrible période de la guerre, sont partis, ont été emmenés dans les camps. Parce que c'est Yom HaShoah quand même, c'est le jour où on doit parler de la Shoah pour s'en souvenir. Et je voudrais qu'on en parle. Fabrice, on a fait un film ensemble, L'origine de la violence. On a travaillé sur Buchenwald. J'ai tourné à Buchenwald. Nous sommes allés à Buchenwald. Vous êtes allé à Auschwitz, monsieur le rabbin. Nous sommes tous allés dans des camps pour voir un petit peu... Pourquoi est-ce que j'ai ce fantasme? Je parlais de l'ADN tout à l'heure dans mon introduction. Pourquoi est-ce qu'on a cette angoisse, nous, de la 2e ou 3e génération, quelque chose qui pourrait toujours revenir parce qu'on a ces images terribles. Le rôle de l'artiste, Fabrice, pour transmettre ces images et fait qu'on se souvienne autrement que dans l'affrontement. Justement, si on pense au camp de Buchenwald, c'était Semprin qui était déporté à Buchenwald et qui disait, alors même qu'il était encore au camp, qu'il faudrait des artistes pour témoigner. Ce qui n'était pas évident quand il le disait, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui pensaient que justement, seul le témoignage brut pourrait compter et qu'il ne faudrait pas passer par la déformation, pensait-il, de l'art. C'est-à-dire l'art ne pouvait pas servir la mémoire à ce moment-là, alors que maintenant on change vraiment d'idée. Maintenant, on change. Alors, d'abord, je dois dire que dans l'écriture du livre même, L'origine de la violence, ce témoignage de Semprin m'a beaucoup aidé, au sens où vraiment il nous libérait d'une espèce de poids, de l'idée que seul le témoignage était valable, et donc la 3e génération, par exemple, ne pouvait pas en parler, puisqu'elle ne pouvait pas témoigner, elle était trop loin des faits. Et donc, lorsque Semprin a parlé du roman ou du cinéma pour parler de la Shoah, en fait, il a libéré, je crois, beaucoup de monde. Après, on a maintenant énormément de représentations et je dois dire que je ne dirais pas qu'il y en a trop, mais certaines sont mal faites. Et en fait,
ce qui, je crois, était quand même bon dans les interdits, par exemple, de Lanzmann, c'est qu'en fait, ça obligeait à une rigueur totale et surtout à éviter toute vulgarité et tout spectacle. Je vois parfois l'utilisation dans la fiction de la Shoah. Par exemple, dis-moi. Disons, alors c'est bizarre parce que l'exemple que j'ai qui me vient n'est pas un excellent exemple. Mais par exemple, je trouve que dans les Marvel, le fait que Magneto vienne d'un camp, en réalité, ça m'a choqué. J'ai trouvé ça trop facile. Je comprends. Je comprends. Et souvent, ça me gêne dans ces représentations. Parce qu'en même temps, je suis d'accord avec vous, Fabrice, et que je suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense que... Pourquoi? Parce que, par exemple, je disais, quand j'ai monté l'origine de la violence pour trouver des fonds, j'ai eu des chaînes comme Arte qui ont refusé en me disant non, on fait beaucoup de documentaires là-dessus, on fait plus de fiction. Arte, chaîne franco-allemande. Et j'ai eu des chaînes évidemment comme France 2, comme TF1. TF1 qui est une chaîne commerciale, on peut le comprendre. Mais le fait que ce soit pas bankable maintenant, on ne peut plus parler de la Shoah. Donc, écrire un livre, faire un film, peindre, c'est plus facile. Mais dès qu'on a besoin d'argent pour exprimer quelque chose qui se rattache à la Shoah, ça devient compliqué. Et là, méfiance. Parce que c'est de là dont vient l'oubli. C'est que si nous, les artistes, nous sommes muselés, c'est de là, petit à petit, que va venir l'oubli. Alors je comprends l'exemple des Marvel. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, ça doit jamais venir de l'extérieur, mais de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on doit avoir une véritable rigueur par rapport à cette question dans le traitement. Il faut surtout pas l'utiliser de façon commerciale ou pour susciter une émotion facile, parce que ça, malgré tout, on le voit. Je suis d'accord. Donc il faut cette rigueur. Je suis d'accord, il faut toujours mettre cet événement terrible à la hauteur de ce qu'il a été. Il ne faut jamais le... Par exemple, quels sont vos moyens de transmission, en dehors de l'éducation pédagogique scolaire, quels sont vos moyens de transmission C'est une bonne question. Et justement, Mémorial? Les écrivains, les cinéastes, les dessinateurs, les documentaristes, les photographes, les journalistes viennent au Mémorial de la Shoah. Parce que nous sommes à la fois le plus vieux centre d'archives sur la Shoah au monde. Nous allons fêter nos 75 ans. Si vous calculez, il y a 75 ans, c'est 1943. Le centre de documentation juive contemporaine est créé par la résistance juive. Pendant la guerre. Pendant la guerre, par un juif visionnaire qui s'appelle Isaac Schneerson. À Grenoble, le 30 avril 1943, il réunit 40 résistants juifs et il dit il faut garder la trace du crime pour nos morts, mais aussi pour obtenir justice. Et il crée le Centre de documentation juive contemporaine qui rassemble des documents depuis cette époque. Nous avons 40 millions de pièces d'archives. Nous avons 6 millions de photographies. Toutes les photographies qui illustrent vos documentaires, vos films, vos photos, viennent tous, si vous regardez le copyright, du Mémorial de la Shoah. Donc nous avons, notre rôle est là, et nous collectionnons aussi tout ce qu'il y a sur l'antisémitisme. Donc c'est pas la peine, monsieur Gallimard, de rééditer Céline. Non, ça je suis d'accord. Tous les pamphlets antisémites de Céline sont au Mémorial de la Shoah. Les chercheurs peuvent venir les consulter. Je voudrais rebondir sur un mot prononcé par Claude Imbert, l'émotion facile. Pardon de vous dire, l'expérience que nous avons menée depuis 30 ans en accompagnant des enfants, des jeunes, des adolescents, nous a fait ouvrir les yeux lorsque, il y a 4 ou 5 ans, j'ai accompagné un groupe d'imams en Pologne. Après avoir vu Varsovie et Majdanek qui est arrivé à Auschwitz, ils sortent du bâtiment Canada et je surprends 2 ou 3 d'entre eux en sanglots. Ils sanglotaient, ils pleuraient. Alors je m'approche d'eux et je leur dis, on n'est pas là pour laisser place à l'émotion. On est là pour vivre, pour découvrir et après transmettre. Réponse, non, nous sommes des hommes, nous avons un cœur. On ne peut pas résister à l'émotion. Autrement dit, nous ne sommes pas là pour instrumentaliser l'émotion. Nous sommes là pour dire, quand un musulman qui n'a jamais vu cela, qui n'a jamais cru, à qui dès l'enfance, on lui a dit, le juif c'est Satan, c'est Shaitan, voilà qu'il découvre la douleur du juif. Vous comprenez que les juifs aient comme socle de leur histoire la Shoah, et que pour eux ce soit une chose totalement inoubliable et avec laquelle ils doivent vivre. Vous le comprenez, ça? Je comprends. Après, comme il a dit, monsieur le rabbin, il y a déjà eu un premier exil en Égypte que tout le monde connaît, avec Moïse. Les 10 commandements. Oui, exactement. Oui, la fuite à cause du pharaon, ça on le sait parce que c'est écrit dans les livres. Parce que j'ai fait un spectacle surtout. Non, je plaisante. C'est vrai que moi je suis parti à Majdanek et à Auschwitz et
Moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est la période où on a essayé de, je sais pas si on peut dire ça, d'enlever l'humanité d'enlever l'humanité déportés, voilà. déportés, oui. Soit en leur mettant la... Mais vous comprenez que la mémoire soit le cœur même de la civilisation. Par exemple, vos grands-parents et arrière-grands-parents sont nés où? En Algérie. En Algérie. Vous comprenez par exemple que la douleur... Sétif. Moi, les miens sont nés à Oran et à Mostaganem. En plus, les massacres de Sétif. Voilà. Vous comprenez par exemple que les Algériens, leur mémoire, c'est aussi cette douleur des massacres. Donc, chacun a une part de douleur plus ou moins grande. On comprend tous que c'est une chose qui nous construit. Et que l'oubli est une tragédie. On est d'accord que l'oubli est une tragédie? Tout à fait. Mais je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit, Élie, parce que je crois que dans l'éducation, il n'y a pas que l'école, il n'y a pas que le mémorial, il y a aussi les médias. Et le discours tenu par les médias, et je ne suis pas là pour faire la leçon, hein, et je ne fais de la leçon à personne, mais le discours tenu par les médias est très important. Et notamment dans le vocabulaire employé. Bravo. Vous avez dit, Élie, les Juifs qu'on a envoyés dans les camps. Mais à quoi vous pensiez? Je vais vous le dire, hein. Je me permets de répondre à votre place. Vous pensiez à Auschwitz et aux Juifs français qu'on a envoyés à Auschwitz. Les Juifs de France qui vont à Auschwitz, 90% vont à Auschwitz. C'est à peu près 76 000 personnes, c'est-à-dire 12 jours de la déportation des Juifs de Varsovie vers Treblinka. D'accord? Donc, c'est pas grand-chose en termes absolus, hein, bien sûr, en termes absolus, au regard du bilan. Et une chose est très importante. En fait, on n'envoie pas les Juifs dans des camps. On envoie les Juifs pour qu'ils soient assassinés. Auschwitz est une exception. Et nous prenons, nous, en France, l'exception pour le modèle. C'est-à-dire que Treblinka, Chelmno, Sobibor, Babillard, Malitrotinets, Bogdanovka, tous ces centres de mise à mort, je n'ai pas dit camp, j'ai dit centres de mise à mort, ont été utilisés pour assassiner les gens et pas pour les déporter. La déportation, c'est un moyen. La politique, c'est l'assassinat. Et c'est comme cela, notamment en classe, que l'on met fin à la concurrence mémorielle. Parce que le fait d'employer le terme de camp, le fait de dire déporter, etc. Vous parliez, Fabrice, de Buchenwald et de Georges Semprin. Je comprends tout à fait, c'est extrêmement intéressant, extrêmement important. Mais Georges Semprin était là pour ce qu'il avait fait. Il n'était pas là pour ce qu'il était. Et là, la différence est immense. Et donc, il faut que les médias, je serais même moi partisan de créer des formations, si on peut le faire. On le fait pour les jeunes journalistes, hein, on le fait pour des écoles de journalistes, mais ça ne suffit pas, de manière à ce que les médias arrêtent finalement d'aller à l'encontre du discours des enseignants. Il y a Edith Penel d'ailleurs qui voudrait venir prendre des leçons sur ce genre. Qu'ils viennent avec grand plaisir. Bienvenue. Ouais. Voilà. Je voudrais compléter là sur Yanis, parce que justement sur les termes médiatiques et les termes politiques souvent utilisés, moi il y a une expression qui m'horripile, je ne sais pas si je suis le seul, c'est devoir de mémoire. Exactement. C'est une expression négative, c'est un peu un devoir, c'est une obligation, c'est un carcan, on est obligé, c'est une injonction. Et mémoire, oui la mémoire c'est subjectif, c'est personnel. J'ai eu 12 membres de ma famille déportés, c'est personnel la mémoire de mes morts. Mais nous, ce que nous avons, et nous avons comme principe, c'est l'obligation d'enseigner l'histoire, de transmettre cette histoire. Et les élèves écoutent ou ils n'écoutent pas, mais au moins qu'ils apprennent l'histoire. Ce n'est pas une obligation mémorielle, c'est une obligation de connaissance. Mon cher, pardon de vous dire que la notion de devoir pour un religieux, elle se traduit par le mot mitzvah ou bien un moment dans le calendrier. Donc le fait de rappeler la sortie d'Égypte, de rappeler ces moments douloureux nombreux de l'histoire juive, ils sont devenus une forme de devoir. Donc il y a là, en quelque sorte, deux notions. Je suis tout à fait d'accord pour dire il faut le travail de mémoire. Il est important. D'histoire. Travail de l'histoire. Bon. Mais il y a également une espèce d'obligation religieuse de ne jamais oublier. Par conséquent, on en fait un devoir. Il faut, en quelque sorte, sortir de cette ambivalence et dire, oui, nous avons vécu pendant 2000 ans dans cette perspective du retour d'Israël parce qu'on nous a assassiné des populations, on a tué des Juifs, on a vendu des Juifs, on a fait des bûchers pour les Juifs parce qu'ils refusaient de manger un morceau de cochon. Donc tous ces moments douloureux de l'histoire ont fini par donner chez nous un devoir de ne jamais oublier. Donc il y a un devoir de mémoire. Je voudrais juste redire, c'est important, par rapport à ce que vous venez de dire justement, que la Shoah, vous le savez tous, mais je vais me plaire à le répéter, dans l'histoire de l'humanité, est le seul moment où la mort, pour éradiquer une population, a été industrialisée. C'est un phénomène qui, moi, m'a toujours paru absolument
ahurissant. Yanis, oui. Alors, vous avez raison, mais en même temps, ce sont les techniques utilisées par un État moderne, voire ultra-moderne. Et je pense, c'est un avis personnel, je pense que en disant cela, finalement, on réduit le crime à la technique. Mais ce qui me semble compter, ce n'est pas la technique. C'est l'idée qu'il faut éradiquer, et c'est là où la Shoah a un aspect sans précédent, c'est qu'il faut éradiquer de la surface de la Terre une population. Oui. Ce qui n'existe pas par ailleurs. Dans le cadre du génocide des Tutsis au Rwanda, oui. il s'agit d'éradiquer la présence des Tutsis au Rwanda. Pareil pour la Turquie. On va tuer les Arméniens qui sont en Turquie. Voilà. Et pareil Alors que pour là, la vous Namibie. le dites pour les Juifs, c'est dans le monde entier. Bien sûr, c'est le projet. Et c'est cet aspect sans précédent. Alors que ce soit des chambres à gaz intégrées avec vestiaires, etc., et fours crématoires, à Auschwitz uniquement d'ailleurs, à Auschwitz, ces structures intégrées, c'est le produit d'un État industriel. Mais ce qui compte, c'est la politique menée, c'est-à-dire la volonté d'assassiner systématiquement. C'est le produit d'un État industriel, parce que la Shoah par balle, qui a quand même assassiné 1,5 million de Juifs, était trop compliqué, trop cher, mobilisait trop de troupes, et donc c'est dans une logique de productivité et d'efficacité. Fabrice, je m'adresse à l'écrivain. Comment est-ce qu'un écrivain peut parvenir à transmettre, par exemple, l'émotion que je viens de ressentir quand on a parlé de la Shoah par balle? Comment est-ce qu'on peut arriver à saisir une chose qui est insaisissable, parce qu'elle est incompréhensible? Enfin, c'était précisément le problème. C'est-à-dire, je trouve que ça se pose plutôt en question de problème, en termes de problème que de solution. Les difficultés que j'ai eues dans l'écriture de l'origine de la violence, c'est précisément de rendre tout ça. Et en fait, si jamais à la fin il y a émotion, on peut s'en féliciter, encore que je ne sais pas si le terme de féliciter soit le bon terme. Mais disons que pendant l'écriture, c'est pas du tout ce qu'on peut éprouver. Ce qu'on peut éprouver, c'est la difficulté de tout ça, éventuellement le sentiment de ne pas être à la hauteur. Et je crois que c'est pour ça que souvent les écrivains font leurs meilleurs livres lorsqu'ils parlent ou bien de la Seconde Guerre mondiale, ou bien de la Shoah. C'est pour ce sentiment un peu d'indignité, voire d'imposture, que j'ai éprouvé moi-même pendant l'écriture de l'origine de la violence. C'est que on se sent, alors moi c'était très, très fort, on se sent un peu coupable finalement d'écrire cela, et donc c'est ce fardeau, je pense, qui donne la qualité, l'espèce de rigueur, l'espèce d'exigence qu'on n'a pas forcément sur tous les livres. Et on est comme porté. Je comprends très bien, parce que quand je tournais l'origine de la violence, j'ai trouvé exactement le même sentiment. C'est-à-dire, je me disais, mais est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je fais assez bien? Est-ce que je montre les choses comme il faut les montrer? Est-ce que je ne vais pas être indigne de ce que je dois raconter? C'est exactement ça. Est-ce que les mots suffisent pour traduire tout ce que la gestuelle, ou bien les mimiques, ou bien les pleurs? Mais le mot ne sera jamais suffisant. C'est la détresse d'un humain. C'est-à-dire que je pense par exemple, il y avait eu un film formidable sur ces prêtres en Algérie qui ont été assassinés par le GI. Voilà. Le GI, oui. Je pense à la détresse de ces prêtres aussi, de la même façon qu'à ceux qu'on entraînait vers les faux criminels. Quand vous qui êtes d'origine algérienne comme moi, comment est-ce que vous ressentez justement le fait que des Algériens, comme nous des Français, aient pu commettre des actes qui ont entraîné une telle douleur? Franchement, peut-être la vengeance, je sais pas. C'est tout ce qui me vient à l'idée là tout de suite. Mais après, je pense pas que c'est la nationalité algérienne qui fait qu'ils ont assassiné. C'était peut-être d'autres. Ils avaient d'autres revendications quand ils ont assassiné ces prêtres. Comment on peut assassiner des prêtres? Ça paraît ahurissant. C'est des assassins. Comment on peut assassiner des gosses? Comment on peut assassiner des femmes? Je veux dire, qu'on soit dans un combat... C'est une idéologie qui s'appelle le salafisme et qui prône l'extermination de tous ceux qui ne sont pas musulmans. Il faut nommer ce qui est la réalité. Oui, le fanatisme ce n'est pas l'islam, c'est une partie d'islam qui est extrémiste, qui est intolérant, comme il y a eu dans le christianisme de l'intolérance, le rabbin le rappelait au moment de l'Inquisition.
le salafisme prône soit la conversion des mécréants, juifs ou chrétiens, soit leur assassinat. Et là, c'était comme c'était des prêtres, il fallait assassiner le symbole de la chrétienté en terre d'islam. Yanis ? Un des moteurs de la violence, c'est la paranoïa. C'est-à-dire que les gens qui rentrent dans des processus de type génocidaire ou de type de violence politique, comme celle dont on vient de parler, sont d'abord des gens qui sont convaincus de se défendre et de défendre leur cause. Et parce qu'ils sont convaincus de se défendre, c'est l'angoisse en fait qui les meut, et à ce moment-là, leur violence est décuplée. C'est exactement ce qu'on trouve dans le nazisme, c'est ce qu'on trouve dans le Hutu Power. On trouve toujours, et ce qu'on retrouve chez Daesh, cette angoisse de la disparition, cette vision eschatologique, c'est-à-dire du eux ou nous dans une vision de fin du monde. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Je prends l'exemple de Madame Knoll qui a été assassinée. Il n'est pas en danger, ce type de 25 ans. C'est une dame de 80 ans. Objectivement en danger. D'abord, je ne connais pas bien cette histoire encore, on n'en a pas encore les éléments. On n'en a pas encore parlé, mais par exemple, il l'a tué. Bien sûr, mais si on prend un exemple, plus... Le petit Ilan Halimi, Madame Halimi aussi, alors, après... Ilan Halimi, c'est peut-être un peu différent, mais quand on pense à Koulibaly, dans l'hypercachère, pourquoi va-t-il tuer des juifs? Parce que pour lui, les juifs sont l'ennemi, et parce que lui est en danger. Alors, c'est pas... Alors, justement, d'où vient ce sentiment-là? Il n'a pas été élevé en France, quand même, dans une culture qui lui a donné ce sentiment que les Juifs étaient son ennemi. C'est la construction idéologique. Si vous voulez, moi, je crois beaucoup à une chose. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que beaucoup des gens qui sont passés à l'acte dans le cadre de l'islamisme radical sont des gens qui sont issus de la petite délinquance. En réalité, ce sont des gens qui sont en perdition socialement et qui rencontrent des problèmes personnels. L'idéologie salafiste vient par-dessus mettre un couvercle, donner des cadres, donner des limites et rassurer ces gens-là. Et parce que ça les rassure, eh bien, ils se construisent, ils adhèrent à cette idéologie totalement rassurante. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour la famille Mera, par exemple. Et exactement. Et ces gens sont dans la croyance absolue. Vous poussez des processus dits de déradicalisation, etc. Je vais faire un petit peu de provocation, mais écoutez, vous mettez Adolf Hitler ou Heinrich Himmler et vous leur montrez Nuit et brouillard, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. Donc il faut arrêter ces bêtises et il faut essayer de comprendre quels sont les besoins que ressentent ces gens avec cette idéologie qui vient coiffer tous leurs problèmes personnels, ce qui ne veut pas dire que ce ne sont pas des idéologues, ils le deviennent, et ils sont convaincus d'avoir raison. Et leur passage à l'acte n'est que le produit de cette angoisse et l'expression de leur violence. Monsieur le rabbin. J'apporterai une petite nuance, je dirais, ce que j'ai appris tout au long de ces années par mon contact avec les psychosociologues. On ne peut pas exclure le mimétisme de groupe. Le groupe exerce une pression forte sur n'importe quel individu dès lors qu'il est dans le groupe. Il peut être intelligent, comme il peut être délinquant, mais quand le groupe prend une direction, eh bien, il le suit. Donc, les agresseurs de groupe, bien sûr, il y a une idéologie, mais parfois, ils peuvent ne pas être du tout idéologisés, comme ils peuvent aller à la messe le dimanche et commettre des crimes le lendemain. Donc il y a d'abord un effet de groupe que le psychosociologue... Oui. Alors, juste un mot, parce qu'il nous reste une minute. Juste un mot. En fait, Arnaud Beltrame, c'est précisément quelqu'un qui est un individu et qui n'est pas dans une idéologie de groupe. Je trouve que parce qu'on a beaucoup parlé du mal, et en fait, ce qui est passionnant aussi, c'est le bien et les héros. Et dans le cas d'Arnaud Beltrame, que je ne connais pas du tout, mais précisément, c'est vraiment l'individu qui assume totalement d'avoir ce choix. On a terminé. Je voudrais juste ajouter, souvenons-nous. Souvenons-nous, 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 car plus nous sommes dans le souvenir, plus l'avenir peut être lumineux. Voilà, c'est le message. Souvenons-nous, nous les Juifs, les musulmans, les chrétiens, de tous ceux au travers de quoi nous sommes passés. Souvenons-nous, notre mémoire, c'est notre rail de sécurité. Voilà, à dimanche.